Donc, bonjour à toutes et à toutes. Merci pour votre présence. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut actuaire des actuaires pour pour cette belle opportunité. Et avant de commencer, je voudrais me présenter brièvement. Je m'appelle Wang Nguyen. Je suis actuellement doctorant en mathématiques appliquées à l'Université de Paris. Et mon domaine de travail maintenant est l'application de l'apprentissage statistique, mais sur les risques financiers. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter mon mémoire actuariel concernant le référendum comptable ISCP 17 et sa mise en œuvre sur les périmètres et les panneaux. Et c'est le travaux que j'ai réalisé il y a 2 ans dans un super sympa boîte de conseil. Il s'appelle Nexialo Consulting. Et avant de commencer, mais je m'excuse si vous avez des difficultés, mais en écoutant mon français. Et c'est parti. Et voici le sommaire de ma présentation. Je démarre par une introduction très rapide, très courte, et la motivation de mon mémoire. Je continue avec le plan de la mise en œuvre de IRPD 17 pour les compagnies d'assurance. Et dans la section 3, je vous rappelle la définition de notre produit de recherche, c'est le contrat d'épargne et, et l'hypothèse du modèle ALM simplifié. Et, et je termine ma présentation avec la modélisation stochastique de l'ajustement pour risque. C'est parti, mais c'est une de contributions principales de mon mémoire. Euh, et voilà. Je commence avec l'introduction. En mai 2017, l'IASB a finalement publié la première version de la nouvelle norme comptable d'assurance. Il s'appelle ISR 17 contrat d'assurance. Et, et c'est l'objectif principal, mais sont de créer un standard unique au niveau international mais pour valoriser les passifs de tous les différents types de contrats d'assurance. Et le deuxième, l'objectif de cette norme est de produire le rapport financier le plus transparent et le plus comparable possible. Et cette nouvelle norme concerne donc l'ensemble de contrats d'assurance, les traités de réassurance et les contrats d'investissement émis par un assureur. Mais on voit ici le schéma le passif d'assurance à travers de la norme ISF 17. On voit que le passif d'assurance ici se présente par une décomposition par bloc. C'est de la même manière de la directive solvabilité 2. Et, on pourrait noter quelques blocs équivalents, par exemple le fonds propre et la, et les deux blocs équivalents, mais c'est le best estimate dans la solvabilité 2 et le current estimate sur la ICP-17 ici. Mais par contre, il y a des nouveaux blocs définis dans la norme, c'est l'ajustement pour risque non financier, c'est défini par la norme, c'est la couverture de l'incertitude, mais des flux futurs au titre de risque non financier. Et une autre définition dans la norme ICP-17, c'est le CSM, c'est le margin sur service contractuel. Et ça, on pourrait me considérer, on pourrait interpréter, mais ce nouveau bloc, c'est comme un stock de profit, c'est-à-dire comme une fois le contrat est souscrit, mais l'entreprise d'assurance ne pourrait pas enregistrer mais tous les résultats mais sur son PNN. Oh, il faut enregistrer mais le profit mais sur un stock profit futur. Et ce CSM va être amorti
à s'arrêter mais jusqu'à la fin de la service d'assurance. Et à ce propos, nous avons déterminé les deux défis à aborder mais dans notre mémoire. La première défi, c'est comment mettre à jour mais le CSM ou en général tous les passifs d'assurance à s'arrêter selon la norme IFRS 17. Et le deuxième défi, c'est comment calculer mais le nouvel bloc, l'ajustement pour risque non financier d'ici. Et, et voici le plan de la mis en œuvre comme l'entreprise d'assurance doit s'ouvrir une fois l'application de la norme. Euh, c'est la procédure de trois étapes. La première étape, l'entreprise doit regrouper son portefeuille de contrats d'assurance selon les trois critères de ICFR 17. Et une fois les groupes de ICFR 17 sont constitués, mais toutes les comptabilisations à la suite doivent être effectuées au niveau de groupe. Et à ce moment-là, l'entreprise doit faire la comptabilisation initiale, ça correspond de la comptabilisation à la date de naissance du groupe. Et à s'arrêter, l'entreprise doit faire la comptabilisation ultérieure, c'est-à-dire que l'entreprise doit mettre à jour la valeur comptable du passif et construire le compte de résultat pour répondre à cette arrêté. On va voir mais en détail de chaque étape. Donc, la nouvelle norme ICV 17 nous donne trois critères pour faire le regroupement des contrats. C'est le critère par portefeuille et par cohorte générationnelle et par niveau de profitabilité. Mais en principe, l'idée en principe, le regroupement de contrats des SV17 est pour que tous les contrats mais qui apparaissent qui font apparaître la même caractéristique de risque doit être regroupés et générés ensemble. Et à noter comme une fois comptabilisé dans un groupe, un contrat ne peut en changer pas ultérieurement, mais le statut de profitabilité du groupe pourrait évaluer mais au cours du temps, c'est-à-dire qu'un groupe de contrats est considéré profitable au début de l'année pour être devenir déficitaire à la fin de cette année. Et et en dernière remarque est que l'entreprise pourrait s'appuyer sur la technique de modèle point, la technique déjà connue depuis longtemps dans les compagnies d'assurance pour effectuer le regroupement des contrats ICP-17. Donc, une fois les groupes IRV17 sont constitués, l'entreprise fait la comptabilisation initiale au groupe de contrats. Pour faire la comptabilisation initiale, l'entreprise doit évaluer des blocs souvent. Les blocs, le flux de trésorerie, c'est l'estimation des flux futurs d'un grand bloc là. Et ensuite, la frais d'acquisition de ce groupe de contrats et la marge sur service contractuel. Un groupe de contrats est considéré profitable, mais si le flux de trésorerie d'acquisition est négatif, et ces valeurs négatives pourraient absorber la frais d'acquisition. Et je vous rappelle que le flux futur, l'estimation de le flux futur ici, c'est estimé c'est le flux actualisé, mais sortant moins de flux actualisé en rang. Et une fois le FCF négatif, c'est-à-dire que l'entreprise estime ce groupe de contrat est profitable dans le futur. Et le profit de ce groupe de contrat pourrait absorber la frais d'acquisition
à la date d'aujourd'hui. Dans ce cas-là, mais le groupe de contrat est considéré mais profitable. Et, et le profit mais estimé doit être enregistré mais dans le CSMDC qui est égal à la, à la négative de la somme de FCF et la frais d'acquisition. Et par contre, un groupe de contrat est considéré déficitaire mais si la somme de FCF et FA et la frais d'acquisition est supérieure qu'à zéro. Dans ce cas-là, le CSM du groupe égale à zéro et le passif du groupe égale la somme, cette somme-là. Et un événement de perte sera reconnu directement dans le résultat qui est égal aussi à la somme de quantité là. Et maintenant, je vous parle de la comptabilisation ultérieure, c'est-à-dire que la comptabilisation à effectuer mais à s'arrêter. Mais la norme définit trois approches pour faire la comptabilisation ultérieure. L'approche de BBA, le Building Block Approach ici, mais c'est l'approche de base qui pourrait appliquer pour tous les types de contrats qui ne sont pas mais dans le périmètre de les deux autres approches. Et l'approche ici, mais il y a une option simplifiée et facultative du modèle BBA ici. Il s'appelle PAA, le Premium Allocation Approach ici. L'entreprise pourrait appliquer, mais c'est l'approche là, mais pour le groupe de contrats dont la période de couverture est inférieure qu'à un an. Et sinon, il existe aussi une autre obligation. C'est une obligation ici, mais c'est l'approche de variable free. L'approche ici, mais c'est une obligation, c'est une obligatoire et c'est spécialisé, mais pour les contrats avec la participation directe. C'est-à-dire que notre produit de d'étude ici, c'est le contrat d'épargne mais doit être comptabilisé, mais pas c'est l'approche de VFA, pardon. Et, et voici mais le schéma de l'étape de comptabilisation ultérieure. Premièrement, l'entreprise doit estimer, doit déterminer la variation de FCF, de le flux futur. Et il doit déterminer quelle variation de flux futur qui doit être enregistré directement dans le PNL, dans le profit and loss, quelle variation qui va enregistrer mais en première dans le stock de profit, mais CSM. Et dans la deuxième étape, l'entreprise va mettre à jour le CSM. Et la troisième étape, l'entreprise construit le compte de résultats à partir de les deux premières étapes. Là. Donc, j'ai un schéma et un exemple très, très détaillé de l'étape de la comptabilisation ultérieure, mais avec la limitation de ces présentations, je les mettre les diapos, mais dans l'annexe, je vous montrerai une fois à la fin. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, mais jusqu'à ce point-là, si vous avez des questions, je vous remercie de les mettre dans le chat. Je vous répondrai mais une fois à la fin. Et, et je continue. Et maintenant, je voudrais me parler sur la modélisation de notre produit. Maintenant, je voudrais me parler de... OK, merci. Maintenant, je voudrais parler de la modélisation de notre produit, mais c'est le contrat d'épargne en euros. Je vous rappelle que le contrat d'épargne en euros, mais c'est un support financier à capital ralenti et l'assurer, mais en l'assurer, mais pour investir mais son épargne sur ce fonds-là, sur ce contrat-là, et elle recevra mais à la date de maturité le montant qui inclut mais toutes les primes capitalisées et le rendement accumulé. Et le rendement du fonds
de fonds euros, c'est-à-dire aussi mais le taux service se calcule à sa fin d'année et il se compose donc en taux technique, en taux minimum garanti et de la participation aux bénéfices. Et pour la modélisation de ce type de contrat, on a besoin d'un modèle ALEM qui détermine le mouvement des flux de l'actif et le flux passif et ainsi que l'interaction active-passive. Ici, mais dans notre étude, mais on utilise on utilise un modèle de ALEM simplifié. Je vous je vous invite de voir le livre de Koloske et Abba ici, mais pour pouvoir le détailler, mais de, de modèle ALEM. Et voilà, mais c'est quelques hypothèses simplifiées, mais pour notre modèle ALEM, par exemple, on suppose notre portefeuille de l'actif se compose de 10% de stock 440 et 90% d'obligations zéro coupon. Et on suppose aussi que cette entité mais suive une stratégie constant mix, c'est-à-dire qu'à chaque arrêté, lui, mais il va rééquilibrer mais ses actifs, ses classes d'actifs à cette proportion-là. Et d'ici, mais c'est une formule qui illustre, qui illustre cette stratégie. Et pour la modélisation statique, pour la modélisation stochastique du portefeuille d'actifs, j'utilise le modèle de Heston pour le prix de 440 et le modèle de G2++ pour le taux court. Et maintenant, c'est notre hypothèse sur le passif, sur le contrat d'épargne-euro. En supposant que la date de transition de ICV17, c'est le 1er janvier 2017. C'est pourquoi on a choisi cette date-là, mais c'est juste pour être cohérent avec notre disposition de notre donnée active. Et ici, mais on considère 10 modèles de points simulés. Même on fait bien comme les 10 modèles de points ici mais sont soit mais générés aléatoirement, on essaye d'intégrer au maximum l'actualité du marché pour faire les hypothèses. Et le taux de participation au bénéfice est calculé et c'est le maximum entre 90% de le rendement des placements au cours d'année en retirant le taux minimum ralenti. C'est le max de cette quantité-là, mais avec zéro. Et sans perte de généralité, mais ne considérons que nous considérons comme la provision mathématique. En réalité, mais l'entreprise, l'assurance, il y a plein de types de provisions dans le modèle ALM d'une compagnie d'assurance, mais ici, mais pour simplifier notre étude, mais on considère comme la provision mathématique. Donc, la provision mathématique, c'est égal à le flux sortant estimé, mais moins le flux entrant. Et voilà, mais c'est les interactions de l'actif passif. À côté mais du passif, au cours d'année, on doit estimer le paiement de prestations, les primes rajoutées, les frais et le chargement. Et à côté mais de l'actif, là, on calcule le rendement financier au cours d'année. Et l'interaction d'actifs passifs se présente sur les éléments suivants, sur les taux servis, c'est le rendement sur le contrat d'épargne euro. Le rachat conjoncturel, c'est le rachat mais dépend de la marché financier. Et le variable de fee, ici, c'est juste la commission de l'assureur et la masse à financier. Une fois mais les modèles ALM est bien défini, ici, mais on rappelle la formule standard mais de la calcul de best estimate et la current estimate, c'est calculé avec la même mécanique ici. C'est le current estimate
la formule mathématique très connue, développée par M. Blanchet, je crois. Et là, mais c'est le current estimate égale à l'espérance sur la proba conjoint, le proba historique et le proba Riesner des flux actualisés. C'est le flux sortant en retirant le flux entrant. Et on peut se réécrire mais la formule de CO d'ici, mais c'est en utilisant en utilisant la notation F ici, qui représente une fonction des flux euh, qui dépend de la risque financier. Je dénote pas mais F, pas YF et le risque non financier. Je dénote pas YNF. Et, et donc, la présentation de le modèle ALEM la formule de current estimate, c'est très nécessaire. Est très nécessaire pour que, mais dans la section 4, je pourrais mais vous présenter notre formalisation de modèle stochastique pour le risque ajustement proposé. Ici, mais c'est quelques définitions, c'est quelques concepts de risque d'ajoutement de, de risque ajustement selon la norme. Sur la norme, l'ajustement pour risque non financier est interprété comme la couverture de l'institut entourant le flux de trésorerie future au titre de risque non financier. Je souligne le mot ça, mais c'est juste l'incertitude, mais au titre de risque non financier, il n'y a pas les éléments de risque financier qui interviennent dans le calcul de risque d'ajustement. Et la norme ICFD certes ne donne pas un mécanisme standard mais pour quantifier le risque d'ajustement. Mais par contre, il donne plusieurs critères à respecter. Ici, il y a 5 critères à respecter. Par exemple, le risque ajustement, le risque fait fréquent et fort sévérité doit être supérieur que le risque ajustement des risques haute fréquence et faible sévérité. Donc, ces critères-là est puis adapté mais avec le type de contrat d'assurance non-vie. Et il existe encore mais les 4 critères ici, mais les 4 critères ici mais sont assez logiques. Le 4 critères ici, mais le risk adjustment est une fonction croissante en fonction de la maturité du contrat. Et le RA est croissant en fonction de l'écart type des flux. Et décroissant avec l'information disponible. Une fois on a plus d'informations, on pourrait estimer l'ajustement de rythme doit être inférieur que le cas, mais on a moins d'informations. C'est assez logique. Et la dernière critère à respecter, c'est le RA et c'est croissant avec l'incertitude, mais lié au calcul de current estimate. Donc, à ce moment-là, mais sur le marché, mais les gens qui proposent plusieurs, mais diverses approches différentes mais pour quantifier mais le risque adjustment, la méthode la plus simple à l'appliquer, c'est la méthode de coût de capital, parce que le coût de capital, il calcule le risque adjustment comme, comme la marge de risque sur la somme vendeur. Et la deuxième approche, c'est l'approche l'approche pas socle ici, mais c'est l'approche inspirée, mais par le calcul de SCR sur la solvabilité. Et une dernière approche, c'est l'approche stochastique. Ça devrait être une approche la plus adaptée, mais avec la définition de la norme. Mais cette approche-là, mais c'est l'approche là qui demande une modélisation stochastique des risques non financiers ou le risque technique. Pour le détail de la comparaison de différentes approches, je vous invite de voir la présentation de mon ancienne boîte Nexialog de cette année. Et je mettrai le lien dans l'annexe, je vous montrerai après. Et dans la suite, je me concentre sur la présentation de l'approche stochastique ici. Donc, inspiré, mais par la formule de la current estimate qui est égale à l'espérant sur la proba conjoint, on définit
on définit une formule mathématique pour le risk adjustment. C'est égal à une mesure de risque M qui est sur la probabilité P de l'espérance sur la probabilité Q de le flux d'ici. Et d'ici, à cette espérance conditionnelle, on suppose que toutes les informations de risque non financier est complet et connu. Et une fois, ici, mais il y a plusieurs choix mais pour la fonction, pour la mesure de risque M d'ici. Par exemple, si on choisit la mesure de risque M d'ici, c'est l'écart type entre la valeur de risque et l'espérance. Le RA, c'est écrit sur la forme de c'est la VA sur la probabilité de l'espérance sur la probabilité de les flux moins la current estimate parce que les deux l'espérance sur P et sur Q mais ça nous donne l'espérance conjointe ici. Donc voici mais un schéma du calcul de RA mais pas la méthode Monte Carlo. Par la Monte Carlo, l'idée c'est simple. Mais pour mettre en l'application, c'est très compliqué. L'idée est très simple, c'est-à-dire que dans le premier temps, en le premier temps, on diffuse les scénarios stochastiques de risques non financiers. Suppose qu'ici, mais c'est un scénario de risque non financier. Et pour chaque scénario de risque non financier ici, on diffuse le scénario de risque financier. Ça, c'est une application dans GSE. Et finalement, on obtient la moyenne des flux pour chaque scénario de risque non financier et on l'applique une fois, mais la mesure de risque M pour obtenir le risk adjustment. Et ici, mais c'est un schéma c'est comme le RA, mais c'est juste les quatre encres mais en cantine et le current estimate. Donc, on voit que l'idée de ce schéma-là, c'est simple. Mais pour mettre en l'application, c'est très compliqué parce que la complexité de ces méthodes-là, mais c'est le N fois MDC. Par exemple, en pratique, on a besoin, pour chaque heure de simulation, on a besoin de 10 000 scénarios et pour N et 10 000, encore 10 000 scénarios pour M, ça nous fait 1 million de scénarios pour quantifier mais le risque d'ajustement correspondant à un groupe de contrats et on doit faire plusieurs fois comme ça pour plusieurs groupes de contrats dans notre portefeuille, mais c'est pas possible de faire. Donc, à cette étape-là, nous, on propose une approximation pour quantifier mais le risk adjustment. Ici, mais au lieu de diffuser mais les scénarios de risque financier, mais ici, mais on choisit mais un scénario synchrone de risque financier et on est noté par le Y bar ici. Et donc, le risk adjustment, ça va être calculé mais par la valeur de risque de le flux ici, mais en diffusant le risque non financier, mais ici, mais on fixe un scénario synchrone mais pour le risque financier. Et voilà la formule. À noter qu'une fois on utilise cette approximation, on veut que numériquement, cette quantité-là doit être proche de notre current estimate. Et on va montrer mais dans notre étude de cas numérique que finalement, on trouve quelque chose de très proche. C'est l'approche-là, mais ça fonctionne c'est l'approximation-là, ça fonctionne très bien. Et avec la contraction du RA ici, on pourrait vérifier mais tous les assignons proposés par le nom. Et à la limitation de notre mémoire, mais nous intéressons à estimer le RA, mais en quantifier l'incertitude sur les deux sources de risque non financier, c'est le rachat structurel et le risque de mortalité. Pour le rachat structurel, mais pour
pour définir un modèle stochastique de racine structurelle ici, on utilise la technique d'échantillonnage binomial très simple. Sinon, pour la modélisation de risque de mortalité d'ici, on utilise une approche de machine learning, c'est la régression de processus gaussiens pour calibrer la surface de mortalité. Pour la introduction de la régression processus gaussienne et la performance de ce processus-là, mais pour estimer la surface de mortalité, je vous invite de voir l'annexe et en papier de Lukowski. Et vous pouvez me regarder également mon mémoire, mais pour le détail de ça. Dans ma présentation aujourd'hui, je juste résumer une procédure, mais de faire dans notre mémoire, c'est compliqué, mais ici, je résumé sur quelques étapes principales. Par exemple, ici, supposons comme notre base de données d'ici, c'est la donnée de mortalité de la population française entre 1995 et 2016. C'est le données occupé, c'est le données collectées, mais sur le site de The Human Mortality Database. Et une fois on a des données, on a découpé les données en plusieurs sous-échantillons. Ça nous permet de construire un modèle le plus robuste, le plus stable. Et on essaie de calibrer les données de mortalité, mais avec plusieurs types de modèles. Notre modèle intéressé, le modèle processus gaussien. On a considéré aussi mais une modélisation de l'ICATO renforcée, mais par random forest, mais c'est une méthode innovante présentée, mais je pense en 2018 sur un papier, et sur plusieurs critères. Et on choisit mais la meilleure modèle. On choisit la meilleure modèle, pardon, le meilleur modèle pour calibrer la surface de mortalité, mais sur plusieurs mesures de qualité, par exemple l'intervalle de conférence, le root mean square error, le log de vraisemblance, et on a aussi également fait le test de l'hypothèse de Kido pour vérifier notre calibration. Et une fois on a les modèles, on a choisi le meilleur modèle, on diffuse la surface stochastique de mortalité et on branche les scénarios de mortalité, mais dans notre modèle ALEM pour projeter des flux. Et on déduit mais la valeur de current estimate et le risque d'ajustement, de l'ajustement pour risque. Je vous présente ici le résultat numérique sur la calibration de la table de la surface de mortalité par la modèle GP, par le Gaussian Procedure de GP. Vous voyez comme ici, mais c'est la courbe de mortalité mais en 2016. Et là, mais c'est sur notre l'échantillon de validation, c'est-à-dire que d'ici, mais on fit le modèle GP, mais sur l'échantillon d'entraînement qui inclut pas mais cette année-là, et après on fait la prédiction à cette année mais 2016. Et vous voyez que ici, mais la courbe en rouge, ici, ça représente les observations réelles. La courbe en bleu, c'est la moyenne du modèle GP. C'est très fit, c'est très proche de la courbe observée. Et le modèle GP nous permet de construire l'intervalle de conférence qui vérifie notre prédiction. On voit qu'il a une très, très bonne performance de modèle GP en comparaison avec la courbe référente. Pardon. Ceci. En comparaison avec la courbe référente de TF0002. Donc ici, c'est notre validation, c'est notre résultat numérique. À cette fois-là, mais je trace la courbe
à cette fois-là, mais je choisis mes quelques âges particuliers et je trace l'évolution de le taux de mortalité sur les âges, sur l'évolution de temps de taux de mortalité par année. On voit que ici, mais c'est le âge de 100 et la donnée, l'évolution, c'est mesuré mais jusqu'à la date de 1995 jusqu'à 2016. On voit que, et encore, mais la curve en rouge ici, mais c'est notre observation, la bleue, mais c'est la moyenne du modèle GP, et la curve en grise, c'est l'intervalle de conférence. Ici, mais l'intervalle de conférence, ça nous permet de vérifier le modèle GP, de vérifier la très très bonne performance du modèle GP, sauf le cas de la lâche de très très grand, le lâche de 108 ici, parce qu'on sait la structure de la surface de mortalité, normalement à la lâche de très très grand, on a très très peu d'observations et l'observation à cette lâche-là est très très variée. Donc, donc, la FIT, pas fait pour cet âge-là, mais sinon, sur les autres âges ici, mais c'est le fit, le fitness est très, très bien. Et en résumé, mais je souligne quelques avantages de l'application de JP dans la modélisation de la surface de mortalité. La première avantage, c'est le JP, ça nous donne une très, très bonne estimation du taux de décès. Et la deuxième, l'avantage, euh, c'est c'est avec le modèle JP, mais on pourrait simuler toute la surface de mortalité, mais en tenir compte la corrélation des taux, parce que le modèle de JP, il fait l'hypothèse que toute la surface de mortalité qui suit la loi de Gaussian multivariée, donc ça nous permet de capturer la corrélation entre les taux, par exemple, le taux de décès à la date de 60 aujourd'hui, c'est corrélé mais avec le taux de décès à la date de 61 dans un an. Et ça, c'est la corrélation, le mécanisme, ça nous permet de capturer mais ces corrélations-là. Et ici, mais c'est le résultat de notre étude de cas, mais c'est le résultat, mais sur le risk adjustment calculé par plusieurs approches. Vous voyez, ici, mais c'est notre modèle point. C'est dit comme on a considéré 10 modèles points avec les différents H ici. Et là, mais c'est le current estimate calculé à la date de transition. Et ici, mais c'est l'euro de notre approche d'approximation. Et avec le vrai CO d'ici, on voit que l'euro d'ici, c'est très faible. C'est que l'approximation est validée en numérique. Et ici, mais il y a plusieurs approches. Moi, je ne présente pas tous les approches dans ma présentation, mais vous pouvez me voir les différentes approches dans mon mémoire. Par exemple, l'approche de sorte ici, mais ça nous donne la, la valeur de RA beaucoup différente que les trois approches de stochastique. Ici, c'est les trois approches de stochastique. La première approche diffuse la surface de mortalité, mais pas le modèle de JP. La deuxième approche ici, mais c'est je diffuse la surface de mortalité avec l'indicateur random forest, le taux indicateur random forest estimé. Et pour cette approche-là, j'utilise l'échantillonnage, le binomial de la curve ETF 002. Et finalement, on trouve que parmi les trois approches stochastiques, l'approche estimée par le JP, ça nous donne la valeur totale de la RA la plus faible. Et, et le ratio de la RA divisé par CO, mais ça contient environ 0,63% dans notre étude. Et, et à la fin, je vous présente
un point très intéressant mais dans notre formalisation parce que je vous rappelle, mais dès qu'au début, mais je dis que pour toutes les compétences, pour appliquer, mais pour appliquer la nouvelle norme IRF17, l'entité mais doit faire le regroupement mais selon les critères, les 3 critères, et toutes les comptabilisations doivent être effectuées mais au niveau de groupe. Et une fois mais on calcule le R1 au niveau de groupe ici, on voit bien que le calcul de R1 par l'approche stochastique nous permet de faire la diversification. Ça nous garde environ 2000 euros dans 2,7 000 euros dans l'autre des tous de cas. Et voilà. Donc, je termine ma présentation avec une petite conclusion. Donc, dans mon mémoire, j'ai clarifié mais le mécanisme de la mise à jour mais du bilan comptable pour le contrat d'épargne selon la nouvelle norme ICF 17. Et je pourrais me formaliser l'approche stochastique pour le risk adjustment. Et on trouve que cette formalisation est ainsi, mais l'approximation est très promise et applicable. Et finalement, je conclus que l'application de la processus gaussienne apporte plusieurs avantages pour la modélisation de la table de mortalité, et ainsi que pour diffuser les surfaces stochastiques de mortalité. Et je, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. OK. J'ai la première question. C'est comment est calculée la diversification dans votre modèle? Je reviens sur les diapos. Ici, pour calculer la diversification d'ici, au début, mais on calcule le risque d'ajustement de RM pour tous les modèles points. C'est-à-dire comme ici, on considère le modèle point, c'est comme un groupe de contrats. On calcule mais pour tous les modèles points. Et après, une fois après, mais mais c'est dans ces cas-là, mais on n'utilise pas mais le regroupement de contrats de ICF17. Et après, on regroupait le contrat et on diffusait mais encore notre modèle ALEM. Mais cette fois-là, mais on diffusait le modèle ALEM au niveau de groupe. Ça nous permet d'avoir le RAM par groupe ici. Et on calcule là, mais c'est ici, mais c'est juste avant le regroupement d'ici, c'est juste la somme de, différents RA sur différents modèles points. Et là, mais c'est le RA calculé au niveau de groupe. Ça, mais ça nous permet de calculer l'effet de diversification. J'espère que c'est clair pour vous. Et j'attends les autres questions. Et en attendant les autres questions, je me permets de vous montrer mon annexe. Il y a encore des choses intéressantes dans mon annexe, mais je n'ai pas de temps pour tout présenter aujourd'hui. Par exemple, pardon. Ici, mais c'est les 3 étapes de comptabilisation ultérieure. Pour les 3 étapes, la première étape, c'est la décomposition des variantes des FCF. Ici, mais à s'arrêter, mais l'entité d'assurance doit déterminer plusieurs variations. Et il y a quelques variations qui sont enregistrées mais sur le CSM. Il y a quelques variations qui enregistrées mais directement sur le profit and loss. Et dans la deuxième étape de la comptabilisation ultérieure, l'entreprise
doit mis à jour le CSM ici. Ici, la CSM à la date égale à la CSM à la, de, au début au début de cette année, plus le CSM nouveau, mais s'il existe, plus la commission d'assurance, et moins la variation de FCR qui sont enregistrés dans le FCF, donc sont enregistrés mais dans le CSM calculé, mais dans l'étape 1. Et quelques effets mais de change et un montant de CSM doit être amortisé mais dans le résultat. Et ici, mais je vous promets comme en l'examen qui, qui illustre, qui illustre le cas où mais le groupe de contrat est considéré profitable à, au début d'année, mais après, mais quelques variations au cours d'année là, à la fin de l'année, mais ce contrat-là est défini déficitaire et considéré déficitaire, pardon. Et ici, la troisième étape, c'est la contraction comme de résultat. Il y a, donc, je vous invite à relancer la vidéo et faire la pause une fois, mais les vidéos sont disponibles sur YouTube pour voir en détail mais le compte de résultats ici. Et ici, mais c'est la c'est l'introduction mathématique de la régression JP. Et l'apprentissage de JP avec, avec les données de mortalité. Il faut découper, on a découpé les données en plusieurs sous-échantillons pour la validation. C'est tout pour la validation. Et une dernière, c'est et d'ici, mais c'est la bibliographie mais de ma présentation. Je reviens si vous avez d'autres questions. Voilà. Merci pour cette présentation. Vous pouvez préciser en quoi me consiste l'approche intéressée S1 et quelle... il y a une question mais sur l'approche de choc, mais je, je suis désolé, mais je ne peux pas me répondre aujourd'hui parce que là, mais c'est un peu hors de ma présentation. Sinon, je vous invite de regarder mais la présentation de mon ancienne boîte. J'ai mis le lien d'ici. Et aussi mon mémoire qui pourrait peut-être vous répondre mais puis sur ces questions, puis correctement sur ces questions. D'autres règles faire. Oui, il y a une question comme ici, mais je suis d'accord avec vous, mais pour le risque non financier, il faut considérer plusieurs types de risques. Par exemple, le risque de faire rachat. Ah, pardon, je suis désolé, mais je ne comprends pas bien la question. La question de Pierre Camer, il me demande d'autres risques de faire rachat conjonctuel, etc., les différences entre risques. OK. Pour cette question-là, je dis que oui, pour quantifier le RA, mais il faut qu'on utilise plusieurs types de risques non financiers, mais c'est parce que dans la mémoire actuelle, mais je peux pas me faire avec tous les types de risques là, mais ce serait mais très très long. Mais en réalité, on pourrait faire avec plusieurs types de risques non financiers. On, ce qu'on doit faire, c'est plutôt on déterminer mais quel risque non financier qu'on peut quantifier et on définit la modèle stochastique des risques financiers, quel modèle stochastique qu'on veut utiliser et on pourrait utiliser et aussi, mais on devrait aussi estimer, on devrait même mettre l'hypothèse, quelle est la corrélation entre les risques non financiers. Par exemple, dans mon mémoire, mais je fais l'hypothèse simple que le risque de rachat conjoncturel et le risque de mortalité sont, les deux risques sont indépendants. Et, et quelle cantine a été choisie, mais pour l'exemple numérique, ici, je choisis mais la cantine de la value de risque
au niveau de conférence de 95. Je me demande combien de la race présent. Il y a une question sur mon modèle ALEM ici. C'est sûr que ici, j'utilise le modèle de je diffuse dans le monde Risner. C'est sûr que Risner et le risque financier sont sur quelle université? Oui, c'est univers Risner, c'est sûr. Parce que mais pour la proba Risner, c'est pour le risque financier. C'est pour quantifier l'incertitude de risque financier. C'est sûr que c'est clair pour vous. Et je pense que c'est alors. Donc, si vous avez l'autre question, je vous remercie d'envoyer votre question à l'Institut actuaire. Et l'Institut actuaire va, il me transférer et je pourrai bien vous répondre plus correctement et plus clairement. Je vous remercie pour votre attention, encore une fois, mais pour votre attention.